Vous souhaiteriez savoir comment communiquer dans le cadre d'une crise? Je vous propose de se retrouver tout de suite après le générique avec une madame de la gestion de crise et de la communication de crise qui est Emmanuelle Hervé. On se retrouve tout de suite après le générique. Emmanuel, je vais te poser la première question. Il y a une série de 5 ou 6 questions. Je vais te poser la première question en quelques mots. Comment définir la communication de crise? Alors en quelques mots, c'est là que ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de faire court. En fait, dans notre métier, la situation de crise, il y a quelque chose qui se passe qui va mettre en jeu finalement, si on va jusqu'au bout du raisonnement, qui va mettre en jeu la survie de l'entreprise. Alors en général, on peut se dire, bah, les choses qui sont à faire, c'est plutôt de la gestion de crise. Il faut qu'on Mmh. agisse, qu'on appelle les pompiers, qu'on rappelle le produit, etc. Et finalement, la communication de crise, c'est quoi? Eh bien, c'est pratiquement aussi important que la gestion du phénomène, que la gestion de l'événement, parce que, si vous n'en parlez pas à vos différentes parties prenantes, en particulier, les victimes de ce qui se passe, en particulier vos clients, en particulier vos actionnaires, eh bien, et si c'est médiatisé et s'ils l'apprennent par la bande, même si c'est pas médiatisé d'ailleurs et qu'ils l'apprennent par un autre canal, ils vont avoir tendance à être bien plus fâchés que si c'est vous qui maîtrisez cette fameuse communication de crise. Donc, c'est un élément fondamental de la gestion de crise. OK, merci. Tu as commencé un petit peu à en parler, mais je vais te reposer la question suivante, hein. Pourquoi est-ce que c'est important de communiquer en cas de crise? Tu as commencé un petit peu à l'aborder, mais qu'est-ce qui fait que c'est vraiment important pour une entreprise de communiquer? C'est fondamental qu'elle maîtrise le narratif de l'histoire. C'est-à-dire que si on va plutôt le prendre en creux, c'est-à-dire que si elle ne communique pas, un truc à l'ancienne, j'ai pas besoin de parler, machin, voilà. Bon, alors de toute façon, ça va se savoir et tout le monde va en parler et donc en fait, l'histoire va arriver, et taper les différents stakeholders d'une manière non maîtrisée et probablement déformée. Parce qu'en fait, les autres gens, déjà, ils ont des enjeux qui ne sont pas les vôtres. Ils ont une façon de comprendre votre métier, qui est probablement très approximative, parce Mmh. que c'est vous qui le maîtrisez le mieux et ils ont tendance à préférer le truc croquant, voilà, plus c'est horrible, plus c'est juteux, plus Ouais. c'est dangereux, plus ça va participer à la propagation, en fait, d'une rumeur et d'une information qui est incorrecte, qui va se terminer en une information qui est carrément fausse, en fait. Et donc tout ça, ça fait du mal au produit, ça fait du mal à la marque, ça fait du mal à l'entreprise. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, qui est tout aussi essentielle, c'est qu'il faut absolument se mettre à la disposition des autorités, mais ça, c'est de la com aussi, c'est j'appelle mon autorité, mon préfet, mon ministre, etc., avant que ce soit lui qui vous appelle, hein, ça le fait mieux dans ce sens-là. J'appelle et je préviens mes clients qu'il va y avoir quelque chose, qu'il va y avoir une émission de télé, qu'il va y avoir, etc., pour que bah, quand ça arrive, finalement, ils ne sont pas déstabilisés plus que ça. Et en particulier, j'insiste beaucoup souvent là-dessus parce que c'est vraiment un parent pauvre. En crise, je parle à mes collaborateurs, en fait. Ouais. Vraiment, je parle à mes collaborateurs. Je ne les oublie pas parce que, ils risquent d'être aussi tout à fait déstabilisés, en particulier s'il y a une médiatisation violente. C'est leur boulot, c'est leur vie, etc. Et donc, eux, quand ils rentrent à la maison, bah, ils ont la famille qui dit, parce que c'est quand même chez toi, c'est le bazar, etc. Donc, il faut qu'ils aient des éléments de réponse, leurs amis sur Facebook, etc. Et c'est un, les collaborateurs sont accrédités d'une confiance bien plus grande que la parole du CEO, en fait, hein, faut pas oublier ça. C'est-à-dire que le DG d'une entreprise en crise, au bout d'un moment, il va bien être obligé de prendre la parole un peu, enfin normalement, au bout d'un moment, il va s'y Mmh. mettre. Mais est-ce qu'on lui fait confiance? Ben, pas trop quoi, en fait. OK. Pas plus que ça. Les statistiques, du dernier Trust Barometer, d'Edelman, par exemple, montrent qu'on est aux alentours de 40. Donc, ça fait quand même moins d'une personne sur 2. Mais c'est déjà beaucoup mieux que la confiance qu'on fait dans les médias ou dans le gouvernement qui, là, est plutôt une personne sur 4, hein, donc voilà. Mais les collaborateurs d'une entreprise en crise bénéficient d'un taux de confiance qui est équivalent à un expert indépendant. Donc c'est OK. un outil hyper puissant et donc il faut pas se priver,
de leur donner, les éléments de langage, qu'est-ce qui se passe, et de les mettre à jour et cetera et d'avoir une conversation aussi avec eux le plus possible sur la crise en cours. C'est intéressant ce que tu dis sur la notion de collaborateur. En effet, c'est les parents pauvres là. On communique pas mal avec les partenaires, mais les collaborateurs, parfois, ils sont assez souvent oubliés. Et puis, en effet, dans les médias, ce qui ressort souvent, c'est les retours collaborateurs avec j'ai pas été informé, j'ai appris ça dans les médias, etc. C'est pas normal, ma compagnie, blablabla. On a un exemple dernièrement là sur un collège au Québec là où c'est ça qui ressort actuellement sur un problème de communication. Je te pose une autre question parce que ça, c'est une difficulté que moi régulièrement j'ai lorsque je mets en place des plans de gestion de crise et puis notamment le volet communication. C'est quelles sont les plus grandes difficultés rencontrées pour mettre en place une communication de crise? C'est-à-dire pour convaincre qu'il faut parler et comment Non, carrément pour la mettre en place. En fait, la difficulté que moi la mettre en régulièrement je place? rencontre, c'est que les services de communication, ben, ça a pas l'air d'être leur priorité en fait de mettre une communication de crise quand on prépare la gestion de crise et que de fait on prépare justement la gestion de la communication. Ça dépend parce que moi j'ai quand même, souvent, enfin en tout cas en France, c'est assez souvent les DIRCOM qui s'occupent de la gestion de crise. Mmh, OK, tout à fait. Dans ce cas-là, on n'a pas trop de problèmes parce qu'ils sont très concernés au premier chef, donc ça va, Ouais. c'est couvert. Effectivement, si la gestion de crise appartient au HSE, par exemple, sécurité, santé, environnement, il va avoir moins d'appétence. Le comme de crise, il va pas trop savoir quoi en Mmh. faire. Si c'est l'audit et l'assurance, il va avoir le même problème. Si c'est le juridique, là, on est dans la panade, mais c'est rarement juridique quand même. Mmh. Donc voilà, ça dépend en fait à qui on a donné. Si c'est la sûreté, c'est pareil, la com, ça va pas être leur truc. Donc en fait, ça dépend vraiment beaucoup de la culture de l'entreprise et qui fait qu'elle a donné le bébé de la gestion de crise, du plan de crise, la formation, les exercices, etc., à qui dans la boîte, quoi. Mmh. Je remarque, par exemple, que souvent chez les pétroliers ou les distributeurs de carburant, etc., qui sont des marques assez connues, eh bien, c'est parfois, enfin assez souvent la com qui pilote, et qui a la main en fait sur la gestion de crise. Évidemment pas opérationnelle, Mmh. c'est pas ça qu'on leur demande, mais sur le fait que l'entreprise soit armée et ait une communication de crise efficace. Voilà. Donc cette difficulté, c'est curieux parce que, la com, elle doit être très attachée Ouais. finalement à ne pas abîmer la réputation de sa marque Mmh. et donc la com de crise, le truc que je remarque moi, c'est pas tellement qu'ils ont du mal à se mobiliser, c'est qu'en fait, c'est pas leur métier. Voilà, En c'est ça. en fait, Mmh. c'est pas le même métier. Un Mmh. DIRCOM, il est très inconfortable avec la crise parce que c'est pas du tout comme d'habitude et d'ailleurs, moi, il faut pas me demander de faire de la com. Je sais pas faire de la com et je pense que toi, tu sais pas faire de la com non plus. Non. Mais je sais faire de la com de crise. C'est Mmh. pas en fait, c'est pas ça participe pas des mêmes enjeux, ça marche pas de la même manière, c'est pas le même genre de mots, c'est ça a rien à voir, en fait et donc ils sont assez inconfortables parfois. Et c'est vraiment dans ce sens-là, le sens de ma question, c'est qu'en effet, quand on met en place des gestions de crise, eh ben, on se retourne vers la communication pour gérer le volet com. Et ce qu'on s'est aperçu là, c'est que c'est clair que pour faire de la communication, pour vendre du produit, et cetera, là, du design et tout ça, bah, ça fonctionne bien. Mais dès qu'on est sur une partie, préparer la crise, la communication de crise, bah, on les sent pas super, super moteurs là-dessus. Et c'est en fait les difficultés qu'on a. D'autant moins que, il y a pas de dire comme, en fait, c'est le marketing à qui on Mmh. demande de faire ça. Alors là, Ah on oui, est beaucoup trop loin de leur métier. mmh. On n'est pas du tout au bon endroit. Parce que c'est pas le même stake, c'est pas le même enjeu. C'est pas leur, non, c'est pas leur monde et puis Ouais. souvent le marketing est en plus relégué, enfin pas il est pas relégué, mais il a un endroit, il est pas forcément au COMEX, c'est pas forcément un grand chef. Oui, bon, c'est le marketing, quoi, voilà. Mais si on confie à ces gens-là la gestion de crise, c'est comme si on met Mmh. sa vie, dans les mains du stagiaire, quoi. Ouais. C'est à l'hôpital, c'est pas possible, en fait. Voilà, mais c'est souvent ce qui se passe quand même. Ouais, c'est ça, c'est pas mal ça là. Par rapport à ça là, justement, sur le volet, communication de crise encore côté, communication, comment est-ce qu'on peut aider justement le DIRCOM qui est pas un spécialiste de la communication à
à se mettre dedans? Est-ce qu'il faut l'envoyer en stage? Est-ce qu'il faut le mettre en relation avec une entreprise qui fait de la communication de crise? Ce serait quoi la meilleure démarche par rapport justement pour aider ce DIRCOM? Si on a un DIRCOM, je me souviens, j'avais fait, c'était une demande qui m'avait paru un peu curieuse, mais tout le département direction de communication de PwC en France qui nous avait demandé une journée sur la com de crise, quoi. Vraiment, la OK. crise, comment on fait, c'est quoi les grands réflexes, c'est quoi les grandes postures, c'est quoi les grandes erreurs, et le digital sur les réseaux sociaux, ça marche comment, et cetera, et cetera. Et après, des exercices, quoi. En fait, c'est le meilleur moyen. Soit c'est un grand département avec pas mal de gens et on peut faire ça rien que pour eux. Donc là, on forme les gens. Soit la boîte est plus petite ou la com a moins de monde. Et là, en fait, il faut former le codir, enfin, il faut former les Mmh. gens qui sont dans les cellules de crise. Et le rôle de la com dans la cellule de crise est fondamental. Et apprendre à prendre sa place en cellule, en fait. Voilà, via des formations ou via des exos. Moi, je fais beaucoup de simulations, je pense que tu en fais aussi. Donc, Mmh. Tout à fait. c'est le nerf de la c'est Mmh. l'entraînement, hein, c'est l'action de Ouais, réflexe, et cetera. d'accord, OK. Merci pour cette réponse très, très complète, hein. Je pense que ça va aider beaucoup de gens qui nous écoutent. Moi le premier. Ensuite de ça, une autre question. Qu'est-ce qui explique parce qu'on s'aperçoit qu'en fonction des entreprises, là, il y a des communications qui passent bien, il y a des communications qui passent pas bien. Donc qu'est-ce qui explique que certaines entreprises réussissent mieux leur communication de crise que d'autres? On a vu par le passé, hein, il y a des entreprises, ça fonctionne bien, ça passe bien, il y a un gros sinistre, mais ça passe bien et puis il y en a un autre, c'est un petit sinistre, mais ça fait la une des journaux pendant des semaines. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise qui gagne et une entreprise qui perd? Alors c'est marrant parce que j'avais un call là-dessus, hier, et du coup, j'ai dû réfléchir à un exemple, mais j'ai pas envie de prendre cet exemple parce que enfin, ou je peux essayer de le prendre, mais il est très français, donc c'est pas forcément, intéressant. Mais les learnings, c'est un peu ça. C'est-à-dire que alors il y a plein de choses, hein, évidemment. Il y a déjà ne pas faire d'erreur. Ouais. Déjà, on va juste essayer de pas être bon, mais de pas forcément être, mais juste de pas faire les conneries de base qui sont le déni, hein, j'appelle ça mes 7 péchés capitaux. Donc le Ah bah, déni, non, vas-y, je te laisse les dire parce qu'à mon avis, ça va intéresser beaucoup de monde, là. voilà, donc le déni, c'est non, 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 mais non, non, mais c'est pas grave, en fait, tout va bien, ça va s'arranger, enfin bref. Donc ça, c'est la plus basique, mais elle est quand même très, très, couramment répandue. C'est Ou pas alors nous, c'est les autres. Alors oui, ouais, le déni, après au bout d'un moment, on est obligé de sortir du déni, mais Bah, c'est souvent, c'est trop tard. Donc ouais. la communication trop tard, ça sert à rien non plus parce que tout le monde a parlé, vous êtes plus audible, vous êtes plus crédible, plus personne vous enfin, Ouais. c'est fini. Donc en fait, le déni, ça fait ça, c'est qu'au bout d'un moment, ça s'arrête, mais quand même, ça donne un retard à l'allumage qui met beaucoup en jeu la com de crise. Évidemment, le bouc émissaire, le fameux bouc émissaire, commencer par dire: «C'est pas ma faute, c'est l'autre». Mmh. Donc en fait, être, comptable, accountable, c'est vraiment absolument nécessaire et fondamental. Après, qu'est-ce qu'on a? La globalisation. Ah, mais sur la corruption, par exemple. Oui, mais non, mais tout le monde c'est comme Oui. ça je sais pas quoi, au Gabon. Bah, d'accord, mais non, en fait, parce que vous vous appelez Total et donc non, vous pouvez pas vous permettre. Voilà, donc la globalisation, c'est aussi, parfois un moyen de défense. Au contraire, la victimisation et là, on a des cas un peu compliqués avec, par exemple, les cyberattaques parce que vous êtes Ouais. véritablement victime d'une cyberattaque, mais ça peut pas être votre posture de com. Parce que vous êtes responsable devant la loi des données qu'on vous a confiées. Et là, en général, voilà. Donc, mais la victimisation, c'est aussi un des péchés capitaux. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a le manque d'empathie, l'arrogance, Ah oui, très couramment terrible. répandue aussi, très couramment répandue. Voilà, donc mais de quoi vous mêlez? Enfin, voilà. Et ça fait beaucoup de mal parce que les gens, ça les rend fous en fait. Ouais. Ça les rend cinglés. Et comme déjà le grand capital n'a pas très bonne presse, la grande industrie, et cetera, et ben c'est juste une preuve de plus que ces gens-là sont dans le mépris le plus total pour leurs riverains, pour leurs clients, et cetera. Après, on a la réponse juridique. Voilà, le DIRCOM s'est fait déborder par l'avocat. Et là, boum, vous avez une com qui est dictée par les juristes ou les avocats. Et là, c'est une catastrophe parce que Ouais. la stratégie juridique, c'est une stratégie nécessaire, fondamentale, mais parfois d'une mauvaise foi Ah ouais. rare et voire totalement agressive. Et donc,
ok, ils font leur truc dans leur coin, mais c'est pas ça qu'on communique, surtout pas, jamais, en fait. Voilà, c'est pas, non, c'est pas possible. Donc, ne laissez jamais écrire vos communiqués par vos avocats. C'est très Euh, déshumanisé, hein. La communication de type juridique, là, c'est très déshumanisé. C'est surtout, ça suit une stratégie juridique. Donc, soit Mm. ça va vous dire qu'il faut absolument dire que c'était l'autre, Mm. soit ça va être très agressif, vous allez parler de diffamation, trucs comme ça. En fait, ça ne sert pas à l'objectif de com. L'objectif de com D'accord. qui est en com de crise. La com de crise, en fait, c'est assez simple, hein. J'aime bien utiliser ETA parce que ça, tout le monde y pense au terrorisme, enfin aux séparatistes basques. ETA, donc empathie, transparence, action. Et c'est Ouais. tout. Et c'est tout. Et donc c'est voilà, c'est les faits, expliquer les faits. Ça veut dire faire aussi de la pédagogie sur qui vous êtes, quel est le fonctionnement de votre business, etc. Parce que, en fait, c'est jamais simple pour les gens qui n'y connaissent rien. Et quel que soit le métier, vous êtes banquier, Mm. assureur, industriel, voilà, les gens ne comprennent pas, en fait, votre métier dans le détail. Donc, il faut faire cette pédagogie pour expliquer ce qui vous est arrivé. Ensuite, bien entendu, toutes les actions mises en œuvre pour résoudre le problème. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et ça, en plus, c'est safe, vous pouvez y aller. Mm. C'est du contenu qui est bon. Et c'est ça qui rassure. Si vous dites aux gens, rassurez-vous, ça ne les rassure pas du tout, ça les panique. Par contre, si vous expliquez tout ce que j'avais mis en place pour régler le problème, là, ils sont rassurés. Donc ensuite, les actions. Ensuite, évidemment, de l'empathie pour les gens qui ont eu peur, les gens qui ont vu le nuage de fumée, les gens qui ont plus de téléphone, les gens qui... Voilà. Donc là, c'est absolument fondamental. Et s'il y a des victimes physiques, vous commencez par l'empathie, vous terminez par l'empathie, vous en mettez partout. C'est voilà, Mm. c'est là. Donc l'empathie. Ensuite, l'engagement. Est-ce que moi je m'engage à résoudre le problème, nanana, mais il faut un jeu du Mm. type qui signe le truc, quoi. Et il faut Mm. d'ailleurs l'incarner. Et puis après, de la transparence, donc dire, bah, il y aura des enquêtes, dès qu'elles sont finies, on vous communiquera, etc. Donc, tout ça pour dire pourquoi ça marche, c'est plutôt déjà éviter de faire tout ça, toutes ces erreurs là dont j'ai parlé, et communiquer fort, clair, de manière comptable, accountable, responsable, suffisamment tôt. Ça, c'est un gage de réussite. Après, parfois, ça suffit pas. Ouais. Et parce que ça, c'est la théorie. Bon, là, déjà, il y a des bons petits soldats qui font tout bien, puis ils se plantent quand même. Mm. Bah, il y a Buitoni de Nestlé qui vient de se planter lamentablement. Nestlé, c'est quand même la grosse entreprise qui a tout ce qu'on veut de processus de gestion de crise, du dernier cri, etc., etc. Eh bien, ils ont appliqué le processus, mais ils ont juste oublié un truc. C'est que c'est des gamins qui ont Ah oui. mangé pizza surgelée et il y a eu 2 morts parmi les Ouais. enfants. Juste. Donc, au lieu de tout faire, y compris le patron de Nestlé France, etc., de se faire tous les plateaux télé pour qu'il n'y ait plus une seule pizza qui se traîne dans un frigidaire, dans un congélateur, avec, je ne sais pas quoi, on a enlevé le carton Ouais. et qu'il va y avoir peut-être encore un mort. Et ben, en fait, ils ont été sur comment je protège mon business. Ouais, ça. Donc, je fais mon retrait produit, mais à minima. Ils fabriquaient 3-4 marques dans cette usine. Ils ne retirent que la marque incriminée en disant ah, mais c'est que ça. Mais 2 semaines après, le gouvernement leur oblige d'enlever une autre marque et puis encore une autre marque, donc ils perdent toute crédibilité. Ils envoient au feu un pauvre type finalement qui est le manufacturing, qui est le patron de l'industrie, qui n'a absolument aucune empathie, qui parle de consommateurs. C'est des Mm. gens, quoi. Enfin, voilà. Enfin, bref, ça va pas du tout. Et cerise sur le gâteau, dans leur processus, quand il y a un retrait-rappel et qu'il y a un client qui n'est pas content, on lui envoie 20 € en Ouais. coupon. Et ils ont envoyé 20 € en coupon en famille des enfants morts. Ouais, qui ont perdu des enfants, ouais. Donc voilà, ça c'est une belle ratage, très magnifique ratage. Et dans le même, si on veut faire un parallèle, sur un cas très similaire, avec aussi les Escherichia coli sur des steaks hachés, donc congelés, steaks hachés, ça va aussi pour les enfants. Enfin,
même, voilà, on est dans la même typologie, on a les mêmes ingrédients. Les enfants, c'est congelé, etc., etc. Là, c'était chez la marque Leclerc, une marque repère Leclerc, donc c'est le distributeur qui s'appelle Michel-Édouard Leclerc. Et là, en fait, on a une incarnation de la com de crise. Parce qu'en fait, c'est sa boîte, éponyme. Le mec, il a écrit Leclerc, il y a son nom au-dessus des magasins. Nestlé, c'est qui? C'est un salarié. Voilà. Donc, et lui, il a tout pris à bras le corps. Et il a incarné complètement sa communication de crise en étant non pas empathique à la mode gnangnan, je suis tellement désolée, etc., mais empathique en mode je vais faire en sorte que tous les gens qui ont acheté un steak haché chez moi de cette marque-là, quelqu'un va les appeler pour qu'ils aillent vérifier dans leur tiroir de congélateur qu'il n'y en a plus. C'était hyper fort. Ah. Et donc là, il a réussi. Je te remercie parce que j'avais 2 autres questions en tiroir comme ça à te poser. C'est un mauvais exemple et puis un bon exemple. Donc, du coup, tu les as fait. Merci, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que l'histoire de l'empathie, hein, notamment quand il y a des impacts sur les personnes, là, quand on n'a pas d'empathie, là, c'est mort. Ta communication, elle est foutue de base. Il faut changer de porte-parole, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être quand même des braves gens, voilà, mais qui ne savent pas faire. Ils n'ont pas ça naturellement, ou alors ils sont tétanisés par l'exercice. Ouais. Et du coup, ils ne peuvent pas le faire ça. Donc, si on voit que c'est pas le bon mec, ben, on en prend un autre, en fait. Voilà, on va chercher quelqu'un qui va être capable d'incarner ça. Parce que l'empathie, c'est la première réponse en com de crise. C'est vraiment la première. La première des choses, c'est de dire qu'on sait qu'il y a quelque chose qui se passe et se positionner en disant ok, c'est chez nous et la voix pour nous parler, c'est là. Donc ça, c'est vraiment la base. Et après, c'est l'empathie. Tu as parlé aussi de transparence. Je vais me permettre d'aller sur ça parce qu'on voit très souvent en communication de crise, là, c'est pas toujours transparent, voire même on va masquer des choses. Cette notion de transparence, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête? Est-ce qu'on dit tout? Est-ce qu'on dit pas tout? Ça va avec un autre défaut dont je n'ai pas trop parlé, qui est la minimisation. C'est-à-dire, on en parle un peu, mais c'est par exemple, je ne sais pas si vous avez, c'est très loin de chez vous, mais si vous vous souvenez de l'incendie qu'on a eu avec Lubrizol. Oui, Donc, tout à fait. il y a eu un truc énorme, vraiment un incendie épouvantable, des énormes panaches de fumée, etc. Et en fait, la minimisation, ça a été une com qui parlait de l'incendie, et qui ne parlait pas des fumées. Ouais. Là, voilà, c'est typiquement, c'est pas possible en fait d'omettre tout le monde voit, c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est en train d'inhaler un truc qui va nous rendre malade? Et vous parlez de tout sauf des fumées. Donc là, vous n'êtes absolument pas transparent en fait dans votre com, bien entendu. Donc la transparence, ça veut absolument pas dire tout dire, parce qu'il y a bien entendu plein de choses qui doivent rester à un niveau et bien distinguer. D'ailleurs, c'est un gros travail en cellule de crise de bien distinguer ce qui relève de l'information confidentielle et ce qui relève de ce qu'on peut divulguer aux parties prenantes et en particulier à la presse. Donc ça n'a juste rien à voir. Donc ça, il faut faire bien attention à faire le tri. Et après, la transparence, c'est plutôt une attitude en fait. Je viens vers vous, vous parler, j'ai une conversation. Et dans cette conversation, j'ai le droit de dire je ne sais pas. J'ai le droit de dire je ne peux pas vous parler de ça pour telle et telle raison. Il faut bien se justifier, mais on a absolument le droit et tout va bien. Je veux dire, il ne faut pas non plus croire, enfin, les médias ou vos parties prenantes, ce n'est pas la maîtresse d'école, ce n'est pas la police. Ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est vous qui maîtrisez votre com. En revanche, la transparence consiste à dire pourquoi je ne peux pas vous parler de ça maintenant. Vous comprendrez bien que je ne peux pas vous donner des détails sur la victime, sa famille étant à peine prévenue, elle n'aurait peut-être pas aimé que le nom de la victime soit divulgué. Donc ça, vous pouvez le comprendre, mais ça se comprend si on l'explique. Si on se contente de dire je ne sais pas alors que ce n'est pas vrai, ça, vous mentez. Ça, il ne faut jamais mentir, par contre. Vous voyez ? Moi, j'adore sur cette histoire de transparence la phrase que j'aime bien, c'est une phrase du cardinal de Retz qui dit « L'honnêteté est l'habileté suprême ». Et voilà. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on dit tout, mais ça veut dire qu'on explique pourquoi ça on peut dire, ça on ne peut pas dire, ça je ne sais pas encore, etc. La transparence, ça commence par en effet dire je ne sais pas ou je ne peux pas dire. Ça commence par là. Ok. Super.
Une autre question là qui va concerner un petit peu les médias et puis la désinformation. C'est comment gérer les médias qui tirent à boulet rouge sur la compagnie qui vit en fait la crise. Et puis, deuxième question qui est derrière ça, c'est aussi comment est-ce qu'on gère la désinformation qui est diffusée par les réseaux sociaux, soit par des employés eux-mêmes, soit par des désinformateurs dont c'est le métier. Voilà. Alors, on va distinguer les réseaux sociaux des médias classiques Ouais, mainstream parce qu'en fait, il y en a un, c'est son métier et l'autre, c'est des gens. En fait. Donc, ouais, avec plein de gens dedans, c'est un peu pas pareil. Donc, le journaliste, il faut bien comprendre que le journaliste, il ne tire pas à boulet rouge sur la compagnie pour s'occuper ou parce qu'il ne l'aime pas, ou non, enfin, c'est pas du tout ça. Le journaliste, il a un métier qui n'est pas le vôtre. Voilà. ouais, Mais juste, il a un métier. Et en plus, s'il est pigiste, là, il a non plus, il a un métier, mais il a pas de salaire. Ouais. Donc, le type, en fait, il faut qu'il fasse un article. Et son article, il faut que quelqu'un l'achète. Donc, si dans son article, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a pas de contenu, ça répète le même truc qu'hier, personne ne va l'acheter. mm, Donc, il va évidemment essayer d'avoir de la matière. Si la boîte qui a une crise lui donne beaucoup de la matière qui n'est pas de la langue de bois, mais qui soit vraiment de la pédagogie, de l'explication, etc., qui fasse montre suffisamment d'empathie, il va prendre, il ne va pas faire un article pourri. ouais, Il n'y a aucune raison. Ça ne sert à rien, en fait. Donc, en revanche, si on lui donne rien, ou qu'on l'envoie péter avec un petit communiqué de presse bien qui dit rien, mm, ben, en fait, il a rien. C'est comme s'il avait rien. Donc, comme il a rien, on va chercher ailleurs. Et comme ailleurs, les gens qui vont bien vouloir parler, c'est plutôt des détracteurs. mm. Quand vous avez une crise, c'est plus difficile de mobiliser ses alliés. Pas forcément envie Ouais, c'est d'aller clair. au front pour parler à la presse et dire non, non, je les connais, c'est des gens très bien. Donc, les gens qui parlent, qui vous restent, ben, c'est vos ennemis. Et donc, voilà, on se retrouve avec des articles pourris. Mais ce n'est pas la faute du journaliste. Il ne cherche Ouais, pas à faire des articles pourris. C'est pas, voilà, faut pas. C'est mm, très facile. Et les gens, ils ont tendance à taper sur les journalistes, à ne pas les aimer. Et quand ils font de l'investigation, ben, ils font de l'investigation. Et tant pis pour vous si vous avez planqué, je ne sais pas quoi, des résultats d'analyse de pollution ou des trucs, voilà. Alors après, on séparera, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais moi, je fais une très grande distinction entre les journalistes d'investigation du ouais, Monde, même de Mediapart, des ONG, et Cache Investigation et Lise Lucet. Ça n'a rien à voir. mm. Là, on est sur de la manipulation complète de l'information pour faire du buzz. Donc, elle simplifie, enfin, c'est horrible. Et il y a des gens qui font du vrai taf, et on a eu des Panama Papers, du machin Papers, etc. Des choses qui sont très, très utiles à la société, quoi. Donc, voilà pour ce qui est de médias mainstream. Je, Après, je vais juste rebondir sur ce que tu dis. Tu fais bien de reprendre sur la notion de tirer à boulet rouge. C'était un petit peu excessif de ma part et puis volontairement excessif. Mais oui, en effet, l'univers a horreur du vide. Et si le journaliste il se fait jeter ou on lui donne pas les informations, bah lui, il va aller chercher les informations, puis il va creuser parce que c'est leur boulot et ils le font très très bien quand ils ont besoin d'aller chercher ça. Puis la notion de sensationnel, c'est clair que on va chercher du sensationnel parce que si on est trop, enfin pas assez sensationnel, ben on vend pas le papier par rapport à ça. c'est tout. Et puis parfois, il y a aussi pas mal de déceptions de quelqu'un qui a bien fait le job, etc. Et puis qui finalement, le contenu de l'article est bien, parce qu'en fait, le contenu a été écrit par le journaliste. Et puis le headline, comment dire, le titre, en fait, Ouais, voilà. ouais, ouais. Le titre, c'est ça qui fait vendre ou écouter l'émission. Il est désastreux, mais Ouais. parce qu'en fait, c'est pas le même personne qui a fait ça. Oui. Le titre a été produit par l'éditeur chief, enfin il ne faut pas, surtout au Québec, faire des Oui, anglicismes. surtout au Québec. Mais on peut se permettre parce que c'est international notre émission. Et bah, en fait, c'est l'éditeur en chef, le rédac chef, voilà, c'est le Ouais. rédac chef. C'est lui qui a fait le titre pour le fabriquer, pour justement faire vendre. Et parfois, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il y a dans Non. l'article. Mais Mm. c'est fait comme ça, voilà. Ça accroche. C'est la crosse. Bon, bah, c'est le métier. Et après, alors les réseaux sociaux, c'est Ouais. pas pareil. Les réseaux sociaux, c'est la chambre d'écho de tout ce qu'on veut, mais surtout des gens qui ont envie de râler.
hein, c'est comme partout. Moi, je me souviens d'une conversation avec Chronopost qui était désespérée, qui était au bout de leur vie, parce qu'en fait, les avis en ligne qu'ils avaient étaient pourris. Mais en fait, il n'y a que 2% des utilisateurs de Chronopost qui mettent des avis en ligne, et c'est les 2% des fâchés. Donc 98% ne se sont pas exprimés en fait. Ouais. Donc le truc est absolument pas représentatif, mais on ne voit que ça. Et donc c'est un peu ça aussi sur Internet. Les gens sont assez peu dans la louange, quoi. Ouais. En fait, ils aiment la battle. Et voilà. Et après, il y a les trolls qui attaquent pour voir pour comment ça se passe. Il y a les gens qui sont véritablement fâchés, hein, des ONG, des gens qui ont des convictions. Ils ne sont pas tellement prêts à écouter quoi que ce soit d'autre, mais en fait, ils expriment leurs convictions. Et le problème qu'on a tous avec les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, il y a très peu d'informations véritables, c'est-à-dire que les gens ne creusent pas. Ils se font une opinion sur une image qui passe, deux phrases, et ça y est, ils se sont fait une opinion. Donc en fait, il y a une paresse intellectuelle qui est très forte, et personne ne va soit comparer, il prend un truc et puis il se dit, bah, attends, peut-être que l'autre journal, il dit les choses un peu différemment, ou si je regarde ailleurs, peut-être c'est pas ça, etc. Non, jamais, jamais. Non. Il n'y a pas d'esprit critique. Donc en fait, tout ça est une agitation, une mousse, et qui peut faire beaucoup de mal, qui peut faire beaucoup de mal. Et voilà. Donc il est important aussi de comprendre que, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là un peu techniques, mais l'astroturfing, ça existe. Donc ça, c'est la manipulation de l'opinion sur les réseaux Ouais. sociaux. Et il y a des véritables manipulations qui existent, d'État à État, mais aussi de concurrent à concurrent, etc. Sur justement les médias sociaux, là, est-ce que c'est impératif dans une crise d'avoir une veille spécifiquement sur les médias sociaux? Est-ce qu'il faut prendre le temps de ça ou est-ce qu'on peut s'en passer ou il faut mettre les moyens? Non, on peut pas s'en passer, on peut plus s'en passer. Enfin, évidemment, on met les moyens si c'est quelque part sur les réseaux sociaux, hein. La veille, elle va vous permettre d'amener à la cellule de crise un truc hyper important, qui est la perception extérieure de la crise. Ouais. Parce que vous êtes bloqué et c'est normal, dans votre métier. C'est votre métier, vous le connaissez, etc. Et donc, vous avez une idée du risque, par exemple, qui est l'idée, j'ai envie de dire, la plus fiable du marché, quoi, parce que c'est votre produit, votre truc, etc. Donc, voilà. En revanche, il se peut que les gens aient une perception tout à fait différente du risque, soit beaucoup plus haute, soit beaucoup plus basse, d'ailleurs, hein. Ouais. Et cette perception, vous devez absolument l'amener à la réflexion de la cellule de crise qui doit absolument la traiter. On ne peut pas du tout, jamais la laisser et ne pas s'en occuper. La mépriser en disant, par exemple, bah, il croit que, oh, 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 il y a de la vapeur d'eau au-dessus de la centrale nucléaire et il y a des gens qui sont en train de prendre leur cachet d'iode, ha, 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 ils n'y connaissent rien. Bah, Ok. sauf qu'en fait, ils sont en train de vraiment croire que c'est radioactif et il faut traiter ça, quoi. Hmm. Donc, c'est Ok. fondamental, ouais. Ouais. Donc il y a vraiment un travail à prévoir ça dès le début, en fait, quand on met en place une gestion de crise et une gestion de la communication, de prévoir cette équipe qui va être là spécifiquement en fait pour faire de la veille autour de ça et remonter ces informations-là au niveau de la gestion de crise pour qu'ils adaptent en fait leur communication par rapport à ça. Ok. Une autre question, et je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Et puis, tu as une expérience qui est fabuleuse, vraiment. Quand on regarde ta bio, et puis pour toutes les personnes qui regardent, la bio, elle passe juste en dessous de la vidéo, où elle est quand même dans la description. Donc, allez jeter un coup d'œil. C'est une madame que vous écoutez en ce moment, donc n'hésitez pas. Quels sont les conseils que tu peux donner aux PME, puis aux grosses entreprises, pour qu'elles puissent mettre en place une commission de crise simple et efficace? Simple is beautiful. Ouais. Oui, oui, parce que il n'y a rien de pire qu'en fait un manuel de crise qui est une usine à gaz que personne ne regarde. Donc moi j'ai quelques principes là-dessus, parce que, bon, évidemment, comme toi, on en fait énormément. Premier principe, il faut que ça fonctionne avec la culture de l'entreprise en question. Si l'entreprise, naturellement, elle remonte une alerte je parle à mon manager qui parle à mon manager eh ben, faut les laisser comme ça, hein. Faut pas leur mettre un numéro, machin, une astreinte, un truc. Ils vont jamais le faire, en fait. Ça va pas. Voilà. Donc, il faut coller à l'habitude de l'entreprise, à sa culture, à son fonctionnement. Après, moi, je pense qu'il y a un défaut
courants et qu'il faut combattre. Il y a des biais cognitifs, bien sûr, et il faut les combattre avec des processus. Mais il y a un défaut classique qui est, je considère qu'il faut ouvrir tu appelles commission de crise, enfin, ou ma cellule de crise. Ouais, cellule de crise, comité de crise. Comité de crise, voilà, je vais l'ouvrir que quand ça a explosé, en fait. Là, je suis sûre que c'est une crise, donc j'ouvre mon comité de crise ou ma cellule de crise. En fait, non. Statistiquement, les crises sont à cinétique lente ou smoldering, de cinétique un peu, c'est des signaux faibles, on ne sait pas trop, Ouais, etc. Ça, c'est à peu près 50%. Donc, et la cinétique rapide, l'explosion, le feu, le machin, c'est l'autre 50%. Donc, quand on fait face à une cinétique rapide, on l'ouvre, sa cellule de crise. Enfin, on ne se pose pas 36 questions. En revanche, un cas sur deux, on ne l'ouvre pas. Et moi, ce que j'essaye de travailler, c'est un système simple de bascule. Que le type qui reçoit l'alerte, l'information, qu'il y a quelque chose qui commence à aller pas bien, etc., eh bien, en fait, il rentre, il se pose une série de questions qui le projettent dans l'évolution défavorable de cette alerte. Pour pas que le biais cognitif qui est je reste le nez sur mon alerte, en fait. Non, tout de suite, on ouvre. Quelle est l'évolution défavorable juridique, business, financière, réputationnelle, santé, etc. Et en se posant toutes ces questions, il va se dire oh, ok, quand même, il y a un développement possible de ce truc-là en crise. Donc, je l'ouvre, ma cellule de crise, pour qu'on travaille. Et pour une fois, essayer d'avoir un peu une avance de phase pour qu'on travaille et se dire, bah ok, d'abord, faire tous les scénarios d'évolution défavorables, les tirer jusqu'au bout, les regarder et se dire, bah maintenant, c'est pas arrivé, donc qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive pas, pour baisser la probabilité du risque ou pour baisser l'impact si jamais ça arrive, et d'être prêt. Et à la rigueur, ce travail va dure 2 heures et on ferme. Mais au moins, si ça développe après, bah, on n'est pas, voilà, on a un coup d'avance et peut-être on a fait quelque chose pour que ça ne développe pas d'ailleurs. Voilà. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, hein. Nous, on appelle ça de l'aide à la décision, et donc on a une grille d'aide à la décision ça touche le public, ça touche les produits, machin, blablabla. La façon dont tu l'approches est vraiment très très intéressante sur le fait de, ok, ça va être quoi l'impact par telle chose et telle chose, et puis vers quoi ça va m'amener. Je trouve que c'est une approche, c'est pas celle qu'on utilise, hein, mais je trouve que c'est une approche qui vaut vraiment de l'or. Et puis, à mon avis, je vais m'adapter par rapport à ce que tu dis. C'est tout le propre de ces échanges. Je trouve ça vraiment génial. Et c'est vraiment une approche qui est très, très intéressante et qui ne reste pas bloquée dans un carcan et qui est très évolutif en fonction de ce qui arrive. Il y a une autre chose sur laquelle je voudrais aussi aborder, sur le fait de 50% des crises sont des signaux lents et puis on va arriver comme ça et puis après on a des chocs brutaux, les 50 autres pourcents. Et ça amène souvent, ça aussi c'est des discussions que j'ai, c'est mais pourquoi est-ce que je déclencherais la crise? Il y a encore rien, etc. Et j'essaye de leur faire comprendre que bah, si il y a quelque chose qui se trame, hein, il va falloir vous préparer. Donc mettez-vous déjà en mode alerte, regardez comment est-ce que vous allez pouvoir préparer votre communication de crise, comment vous allez pouvoir préparer des actions. Et donc ça rejoint ce que tu disais avec s'il m'arrive ça, qu'est-ce que je vais faire? Et ça, c'est vraiment super, super important. Je te remercie de cette dernière réponse, là, de ces deux dernières réponses. Je trouve ça vraiment génial. Comme je disais, on arrive là sur la dernière question et tu es quand même une madame, hein, je veux dire, de la communication de crise, de la gestion de crise. Et puis, c'est vraiment excessivement intéressant. Tu partages énormément sur LinkedIn. Tu fais des superbes articles. Et puis, bah, la dernière question, c'est où est-ce que l'on peut te suivre? Oh, et en fait, il y a LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Il y a mon profil perso et puis il y a la boîte aussi qui a sa page. On a une chaîne YouTube, donc c'est EHEA, consultez sur YouTube, et le compte Twitter qui est gestion de crise. Voilà. Ok, super. Et il y a un site internet, peut-être tu peux le mettre. Oui, ben je vais le mettre justement. Il est dans comment ça s'appelle, dans la description. Je le parle au présent. Il est dans la description. Et au moment où l'enregistre, je le mettrai dans la description. Oui, tout à fait. Je vais le partager tout ça.
Emmanuel, Pardon, sinon, on fait des webinaires régulièrement, comme toi, mais pas ce format-là. Donc ça, c'est sympa. Je vais peut-être envisager pourquoi pas, de faire un genre d'interview comme ça. C'est chouette. Et on fait aussi des conférences qui sont présentielles et visio. Donc les gens peuvent, voilà. Et je fais un peu ma petite pub, mais je ne sais pas quand vas-y. on verra à vrai dire, quand va sortir la vidéo. Donc je ne sais pas si ça sera passé ou pas, mais donc le 20 octobre prochain, donc jeudi prochain, je fais une conférence très intéressante sur l'extraterritorialité du FCPA, donc de la loi anticorruption américaine, avec Frédéric Pierucci, qui sera mon invité, qui a été en prison pendant 2 ans pratiquement aux États-Unis suite à l'affaire Alstom GE. Et donc, il nous expliquera voilà, tout ça. Ça va être passionnant. Donc, si elle n'est pas sortie la vidéo, quoi qu'il en soit, je vais le partager sur LinkedIn, hein. Et puis, je vous invite à regarder, je crois que c'est par là, là, il va y avoir un truc qui va s'afficher. Et puis, ça va être le lien directement sur ta conférence. Elle sera accessible, hein, Pas en celle-là. ligne. On en gardera. Enfin, sur le moment, oui, vous pourrez la visionner, mais on va pas faire de replay. Je pense qu'on fera juste un petit teaser dessus parce que les infos sont un peu, n'ont pas envie de traîner partout sur Ouais. Internet. Ok, je comprends. Ok, super. Emmanuel, je te remercie encore beaucoup de ta générosité, de ce partage qui est vraiment super. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et puis, on aura l'occasion certainement de se revoir prochainement parce que j'ai envie de refaire plein de questions avec toi. Bah, écoute, merci beaucoup, Alexandre. Et je suis vraiment très flattée d'avoir répondu à vos questions de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis j'espère venir vous voir, quoi. Voilà. Avec plaisir. Merci, Emmanuel. Bye. Merci. Au revoir.